Attention aux clics, on les entend. Bonjour à tous, bienvenue pour cette 3e édition des Digital Rise organisée par l'agence WAM. Les Digital Rise, c'est 6 webinaires que nous faisons entre hier et demain. Peut-être Romain, si tu peux passer à la slide d'avant, comme ça on aura tout le programme. Voilà, les c'est moi qui les passe, excuse-moi. Pardon Maxime, ça laissera le temps aux gens d'arriver et de se connecter. Bonjour Émilie. Donc les Digital Rise, je disais, c'est 6 sujets autour de vos sujets pour travailler vos stratégies digitales demain, travailler l'autorité digitale de votre marque. Hier, on a parlé server-side sur un sujet data, on a parlé stratégie éditoriale. Tout à l'heure, j'étais à 9h30, j'étais avec Anne-Sophie et Pauline pour parler stratégie paid. Demain, on parlera WordPress et on parlera aussi relations presse sur les LLM. Mais maintenant, c'est ce qui nous intéresse, c'est le sujet, c'est ce qui vous intéresse, c'est le sujet du Edge SEO avec toi, Romain, qui nous fait l'honneur d'avoir accepté notre invitation, parce que tu travailles chez Fasterize, tu ne travailles pas chez WAM, donc je te laisse te présenter. Ouais, merci pour l'invitation, c'est très cool d'être ici avec vous aujourd'hui. Donc moi je m'appelle Romain et je suis Product Manager de la solution Edge SEO. Et Edge SEO, c'est un outil qu'on développe et qui permet aux consultants SEO de développer leurs recommandations, de déployer leurs recommandations de manière autonome. Voilà, c'est ce dont on va parler aussi un peu dans le webinaire. Maxime, et toi, Oui. qui es-tu ? Je suis un WAMer depuis un peu plus de 10 ans maintenant et je suis actuellement directeur technique SEO, donc vraiment en accompagnement sur des très grands comptes et puis des problématiques techniques qui sont assez complexes et je pense que ça sera le sujet aujourd'hui. Donc, Tout à fait. Et moi, je suis Xavier Favarel, je m'occupe de la partie marketing et acquisition chez WAM. On va attendre un petit peu pour que tout le monde se connecte. N'hésitez pas à nous dire d'où vous venez. Nous, on est basé à Lyon. L'agence est à Lyon. L'agence est aussi à Mulhouse, en Alsace. Voilà, si vous êtes dans le coin, si vous êtes dans le coin en Alsace, il y a le festival Biz & Buzz dans lequel on prend la parole aussi ce matin sur un sujet IA. Voilà. Et avant de démarrer, laissez-nous votre avis quand vous partirez de ce webinaire ou un peu plus tard. Ça nous intéresse aussi de savoir votre ressenti. Comment ça a été ? Est-ce qu'on a été clair ? Posez aussi vos questions dans le chat à droite pendant tout le webinaire. On va les récupérer avec Manon qui modère aussi le webinaire avec moi et on vous y répondra en fin de webinaire. On répondra à toutes vos questions. Et participer aussi au sondage. On aura quelques sondages aussi pendant ce webinaire. Et pour accéder au replay, vous l'aurez après un peu plus tard, si besoin, avec Wabikeo. Ils vous l'enverront, nous vous l'enverrons aussi. Voilà. Bonjour à tous. On a des personnes à Lyon, des personnes à Lille, en Belgique aussi. Voilà. Et écoutez, messieurs, si vous êtes prêts, je vous laisse la main. On approche la centaine de participants. Donc, très encourageant. Allez, à vous de jouer. C'est parti. Alors, on a une première question à vous poser, Romain et moi, puisque c'est vraiment le sujet aujourd'hui, il est assez technique. Et on parle de roadmap SEO. Qui parmi vous constate que faire avancer votre roadmap SEO est un défi ? Donc voilà, n'hésitez pas, comme l'a dit Xavier, à partager votre ressenti par rapport à la situation actuelle dans votre entreprise, que vous soyez en agence ou chez l'annonceur. En tout cas, nous, ça nous intéresse. Puisque on aborde des sujets en entreprise, quand on va parler de SEO, à des stratégies qui seront freinées par plusieurs facteurs. On aura à commencer par des équipes qui seront trop peu sensibilisées, puisque le SEO, c'est vrai que pendant plusieurs années, alors ça fait 15 ans maintenant que j'en fais. Alors ça s'est amélioré avec le temps, mais en tout cas, on a toujours ce défi de notre côté d'aller sensibiliser, d'aller partager nos bonnes pratiques, d'aller justement expliquer finalement en quoi consiste le SEO, parce que ça peut être un terme qui peut être assez barbare pour certains, mais de plus en plus, on le voit et c'est encourageant, on le voit intégré aux stratégies globales, aux stratégies digitales. La condition, bien sûr, une fois que les personnes sont sensibilisées, c'est d'avoir un outil qui s'y prête, vraiment un site web, une plateforme. Et encore aujourd'hui, on a des freins qui sont liés justement au CMS, aux outils qui permettent de déployer les plateformes.
À partir de là, on a des démarches test and learn qui seront dépriorisées, puisque finalement, on n'a pas les moyens ni le support pour pouvoir tester, ajuster et performer. Et forcément, qui dit SEO dit update, donc non seulement sur les moteurs de recherche, mais on voit aussi, et on va le voir justement sur les LLM, donc les intelligences artificielles. Donc tout ce qui est update, forcément, on est difficilement agile. Je crois cette année, plus de 40 updates déjà de Google. Donc, oui, il me semble. Alors, c'est vrai que c'est vraiment intégré au corps, et c'est vrai qu'on n'est plus sur des logiques d'update manuel, mais c'est vraiment très dynamique aujourd'hui. Donc, on s'y prête. Et au quotidien, on regarde un petit peu quel impact ça peut avoir sur nos clients. Forcément, ça a des conséquences. Donc, si toutes ces conditions ne sont pas réunies, on a des équipes finalement qui sont pas que SEO, qui sont stratèges, qui sont marketing, qui sont des décideurs, vraiment de l'opérationnel aussi. Ça crée un désalignement entre les différents corps de métier. Donc, forcément, ce frein apporte des opportunités de visibilité qui sont freinées. Si on a des pertes de trafic soudaines liées à un bug qu'on peut rencontrer ou justement une non-optimisation, on va avoir des chutes de trafic. Donc, la réactivité ne sera pas au rendez-vous. Les concurrents partent devant. Et bien sûr, si on n'a pas de résultat, on ne peut pas valoriser en interne, etc. A contrario, finalement, si on arrive à sensibiliser et valoriser les leviers, on va pouvoir exploiter finalement tout le potentiel du SEO sur une solution technique qui sera flexible. On va pouvoir effectuer ce test and learn. Et on aura justement en deuxième partie de ce webinaire quelques exemples de test and learn. Forcément, les résultats seront au rendez-vous et ensuite on va pouvoir croiser ça avec les équipes en synergie. Aujourd'hui, il faut comprendre qu'on va travailler donc en 2025-2026, donc encore plus en 2026. On raisonne non seulement SEO, mais aussi GEO, donc Generative Experience Optimization, Engine Optimization. Et ici, vous voyez finalement le process que suivent les moteurs de recherche pour pouvoir vous faire performer, vous rendre visible sur les pages de résultats. Donc, à commencer par le crawl, finalement, les moteurs de recherche vont envoyer leurs robots sur votre site. Si votre site est fluide et facile d'accès, donc s'il accède à toutes les pages que vous lui donnez, le moteur de recherche va pouvoir crawler, ensuite indexer ces contenus et ensuite les faire ranker, donc les positionner pour qu'ils puissent générer de l'audience. Quand on va parler GEO, on va parler non seulement des moteurs de recherche, mais en plus des moteurs IA, donc la GPT, Perplexity, Gemini, Mistral, Claude, je l'ai cité. Et on va raisonner beaucoup plus sur un système d'entraînement, de compréhension et de génération de réponses. Donc, tous ces outils vont s'appuyer bien sûr sur des sources qu'ils vont avoir. Donc, il peut y avoir des common crawls qui seront vraiment des bases de données qui seront privilégiées pour l'apprentissage, mais aussi les moteurs de recherche. On a bien vu il y a quelques mois, je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité, mais que par exemple ChatGPT s'appuyait massivement sur Bing pour aller finalement faire son apprentissage, aller récolter des informations. Revirement de situation, il y a quelques semaines, c'est Google qui est privilégié par rapport à ça. Donc, il faut comprendre ici qu'on est sur des moteurs de recherche qui sont plus ou moins matures, des moteurs de IA qui sont plus ou moins matures et qui vont aller changer leur méthode d'apprentissage, d'entraînement, et donc forcément, ça va avoir un impact sur la génération de la réponse. Et l'objectif, c'est de pouvoir s'adapter à tout ça. Donc, pensez SEO et GEO, pas seulement GEO, mais encore SEO, puisque ça reste vraiment un socle qui est très important. On va regarder aussi quelques chiffres. C'est des données qui sont assez fraîches, qui datent de septembre. Et on constate, donc selon ce que nous remontent aussi les grands pontes du SEO, du search international, on voit que Google reste le point de départ dominant pour la recherche. Donc, on est sur des comportements qui restent assez classiques par rapport à la recherche. Et on va avoir 95% des utilisateurs de ChatGPT qui visitent Google. Donc, Google reste dominant. Et, à contrario, seulement 14% des utilisateurs Google vont aller sur ChatGPT. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que finalement,
il y a quand même un gap par rapport au tout début. Donc, on voit bien une belle évolution des IA en termes de recherche. Et finalement, à ce jour, l'IA conversationnelle ne va pas remplacer le search, mais elle va le compléter et élargir les usages. C'est-à-dire que les ChatGPT, Perplexity et consorts vont trouver finalement leur audience sur des besoins qui sont spécifiques et qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans la recherche, dans la réflexion et donc le conversationnel. Donc, ce sont des chiffres qui sont pas figés, finalement, qui vont encore évoluer. Il faut qu'on s'attende à ce qu'en 2026, ces données puissent évoluer. Et voilà, on va pas plancher encore sur un équilibre à 50-50, mais en tout cas, ça va évoluer. Les freins, je vais passer très rapidement là-dessus, mais finalement, quand on va appliquer les freins qu'on connaît déjà en SEO, finalement, ils vont s'amplifier avec l'IA, puisque l'IA avance très très vite. On a besoin d'aller chercher pas mal de veille à ce sujet. D'ailleurs, chez WAM, on a une cellule, un groupe qui est vraiment concentré sur l'IA pour aller prêcher la bonne parole et puis surtout sensibiliser les équipes en interne pour qu'à notre tour, en tant que consultant, on puisse diffuser tout ça auprès de nos clients. Donc, il y a encore tous ces freins qui sont liés aux outils, à la technique, etc. Mais ensuite, tout ce qui est outils de tracking, outils de suivi de visibilité, finalement, ce sont des outils qui doivent s'adapter aussi. Donc, forcément, si on est consulté pour savoir finalement sur quel outil on doit s'appuyer pour mesurer notre visibilité, même si c'est pas le sujet aujourd'hui, on va parler vraiment technique, on nous demande de benchmarker ces outils et on se rend compte, arrête-moi Romain si je me trompe, mais on a l'impression que ces outils vont proposer leurs propres fonctionnalités. C'est vraiment la course aux parts de marché. L'idée, c'est je suis un outil, un SEMrush, un Href, etc. Aujourd'hui, je ne peux pas me passer finalement d'une fonctionnalité IA, sinon je perds de la vitesse par rapport à mon marché, sur mon secteur d'activité. C'est sûr, aujourd'hui, l'IA est partout et c'est aussi un facteur marketing. Voilà, c'est vraiment un facteur marketing. C'est vraiment un bon terme. Donc voilà, ça s'amplifie avec l'IA. La clé, aujourd'hui, si on veut vraiment percer puis aller chercher des billes, justement, pour pouvoir progresser sur les terrains de jeu SEO et GEO, finalement, c'est de procéder le test and learn et l'exploitation d'une solution flexible technique flexible. C'est la clé, c'est comment est-ce que finalement, quand je suis SEO, je vais pouvoir avancer finalement sans dépendre de trains qui peuvent être plus ou moins longs dans des process internes. Comment est-ce que je vais pouvoir en surface, même par-dessus finalement, comment est-ce que je vais pouvoir aller chercher des billes et surtout valoriser ça, faire des retours d'expérience et dire ok, ça vaut peut-être le coup d'aller investiguer sur ce point technique pour qu'ensuite on puisse continuer cette sensibilisation. Et donc, je passe la parole à Romain, puisqu'il a la solution. En vrai, j'ai une vraie question à vous poser, c'est est-ce que vous connaissez, vous, le concept de Edge SEO? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà utilisé, que vous avez entendu parler à travers une conf, un webinar, des articles? Voilà, donc n'hésitez pas à répondre dans le sondage. Il y a un petit sondage avec l'onglet sondage, il faut cliquer pour qu'il apparaisse. Voilà, ça nous permettra de savoir un petit peu dans l'audience quel est votre niveau de maturité par rapport à ce sujet. Puisque c'est vraiment le sujet aujourd'hui. Ok, alors là, on en est à non, je découvre le sujet à 74-76%. D'accord, écoutez, c'est cool, vous êtes au bon endroit. on va vous expliquer tout ça. Allez. Alors, du coup, un rapide historique sur ce que c'est que le Edge SEO et quand ça a été apparu. En gros, c'est un SEO UK qui a commencé à populariser le terme. Il s'appelle Dan Taylor et ça a été popularisé donc en 2018 dans une conférence qui fait un peu référence. C'est le Tech SEO Boost et s'appuie sur deux technologies. La première, c'est le CDN. Content Delivery Network, que probablement vous connaissez parce qu'on en voit un peu partout maintenant sur les infras. Donc, c'est Cloudflare, c'est Akamai, etc., etc. Et surtout, sur ce CDN, c'est les workers. Donc ça, les workers, probablement, c'est un petit peu moins populaire. C'est une fenêtre de code qui vous permet de modifier vos pages sur la couche CDN pour déployer vos recommandations. Et faire plein d'autres choses d'ailleurs, mais en l'occurrence, Dan Taylor, il a utilisé pour ça, pour déployer ses recommandations SEO. Donc,
pour vous, les SEO, en gros, le concept de Edge SEO, c'est une opportunité unique de pouvoir modifier votre code source HTML à the Edge, côté serveur, et c'est très important, et j'y reviendrai juste après, pour déployer vos recommandations. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une solution WebPair friendly. En SEO, vous le savez, la WebPair, c'est un sujet, les Core Vitals, c'est un sujet, c'est important. Et le fait que ces modifications soient faites côté serveur et pas en JavaScript, côté client, voilà, qui vont modifier le contenu des pages, un peu comme les solutions d'A/B testing finalement, et qui après détruisent vos web perfs. Le Edge SEO, lui, travaille bien côté serveur. Et nous, on pense chez Fastorize que c'est un concept qui va changer l'approche du métier de SEO pour une raison simple, c'est qu'il va vous redonner de l'autonomie. Cette autonomie, elle va vous redonner de la vélocité pour déployer en continu. Et comme le disait Maxime au début, cette vélocité, vous allez pouvoir la mettre au service du test and learn. Le test and learn, moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est votre laboratoire de recherche. C'est qui vous fait toujours garder une longueur d'avance sur vos concurrents. Et c'est ce qui fait aussi le sel du métier de SEO, tester et craquer Google. Craquer Google, c'est ça. Alors concrètement, comment ça marche? Imaginez, on est sur le site de WAM, sur le site sur son navigateur. Edge SEO, il vient se positionner entre le navigateur du client et le serveur d'origine. Donc quand vous allez taper wam.fr, on va aller capter la requête et on va aller interroger sur le serveur d'origine pour récupérer le code HTML du site. Et ensuite, on va aller appliquer les recettes, les configurations SEO que vous avez configurées sur Edge SEO et les redonner au navigateur du client et au bot, évidemment, de Google et tout aussi ce qui est bot AI. Exactement. Et donc, pour continuer un peu la réflexion sur ce test and learn, c'est Dan Taylor, encore lui, et donc, non, ce n'est pas Romain, parce qu'on a fait la blague. Dan Taylor, justement, apporte des informations qui sont, enfin, une réflexion qui est aussi très fraîche. Il donne plutôt une consigne qui est de se dire, n'essayez pas de vous dire, nous poser la question si le SEO est mort, mais plutôt comment est-ce qu'on doit s'adapter justement sur ce contexte de l'IA qui finalement est un avenir qui reste incertain, c'est très mouvant. Et en fait, on va avoir des assistants qui vont devoir être considérés un par un puisqu'ils vont pas avoir la même méthode. Il va y avoir aussi une approche qui sera beaucoup plus multimodale puisqu'on va parler de concepts, on va parler d'environnement et d'intentions de recherche qui vont être beaucoup plus appuyées. Et surtout, les utilisateurs vont avoir des comportements qui vont évoluer. Donc, ils seront beaucoup plus fragmentés. Le test and learn, finalement, c'est comment est-ce que je vais appliquer un type pour pouvoir vérifier que ça fonctionne ou j'ai quelque chose dans ma roadmap ou sur mes tickets qui ne veut pas avancer puisque les process sont trop longs. Moi, j'ai une quick win, je l'ai identifié, je l'applique, c'est ça. Derrière, on va avoir aussi cette notion de customer journey qui sera aussi très fragmentée. Et pour un utilisateur X, est-ce que je vais pouvoir appliquer dans ma roadmap quelque chose qui sera très adapté, voire même granulaire par rapport à ça. Donc, on segmente, on fragmente et on est plutôt en phase d'un point de vue technique et d'un point de vue strat dans le roadmap. Pour pouvoir mettre à bien tout ça, il y a des conditions. C'est que bien sûr, on va se baser sur un schéma qui sera, on pose des fondations, on apporte du contenu, on diffuse donc avec du linking, avec des RP, avec les réseaux sociaux, etc. Et ensuite, on mesure pour pouvoir savoir finalement si nos actions ont un impact. Nous, on va vraiment parler des fondations et du contenu. Les fondations techniques, j'entends. Donc, la visibilité et LLM passe toujours et passera toujours par ça. Donc, on reste vraiment sur un schéma qui reste assez classique par rapport au SEO. Donc, sur le GEO, on restera... on va pas bouger les choses, mais on va les faire évoluer finalement. Et pour tous les sujets contenus sur la LLM, on a fait un webinaire hier, Maxime, et demain on parle des RP aussi qui vous aident aussi à accéder et à apparaître aussi sur la LLM, pour la parenthèse. Exactement. Donc ces deux webinaires viendront appuyer et iront beaucoup plus dans le détail par rapport à ça. Donc on va se concentrer sur ce qui nous concerne aujourd'hui, qui est la technique. Voilà, de manière globale, l'idée c'est
pouvoir penser, voire repenser les actifs digitaux à l'ère du search. Donc, quand on va parler d'actifs, on va parler du socle technique, on va parler aussi de la manière dont vous diffusez vos contenus, mais aussi on va parler de vos personas, par exemple. Finalement, les audiences, les intentions de recherche, est-ce qu'elles viennent matcher par rapport à ce qu'on met en place? Et donc, si on se base sur des fondations techniques, on va lister quelques critères qui ne sont pas exhaustifs, mais en tout cas qui couvrent de manière globale ce qu'on attend finalement sur une roadmap SEO. On va parler rendering, ça c'est la base finalement. Vous savez que le rendering aujourd'hui, c'est un critère qui est assez décisif, même si Google par exemple est plus aguerri par rapport au rendering. Ça veut dire, je prends un exemple, vous avez un site qui est full JavaScript, vous avez prévu de le diffuser sur les moteurs de recherche, sachez que Google aujourd'hui peine énormément à digérer cette information. En tout cas, le process est beaucoup plus long, et donc plus coûteux, et Google va moins s'attarder sur votre site s'il est moins digeste. Donc la technologie, le langage JavaScript est difficilement acceptable pour les moteurs de recherche. C'est pour ça qu'on met en place justement des solutions de pré-rendering, du SSR, etc. Donc server-side rendering, pour pouvoir avoir un rendu HTML. Ensuite, on va avoir bien sûr des critères qui seront autour des accès par les bots. Donc on va gérer avec le robot TXT pour tout ce qui est restriction, et ensuite le sitemap XML et les métadonnées pour ensuite stimuler finalement l'indexation et le crawl de la part de ces robots-là. La structure, c'est du on-page. On est bien sûr sur des structures en cascade de titres de balises HN avec un maillage, donc un parcours qui sera cohérent et une arborescence. Les données structurées qui viendront apporter une surcouche pour apporter du sens à la page sur laquelle l'utilisateur se trouve. Et les données structurées sont encore plus valorisées aujourd'hui avec les notions d'entité. On va y revenir. Et comme le disait Romain, les web perfs, on parle d'expérience utilisateur, on parle de perception d'une page. Donc à partir du moment où ils sont respectés, une page charge vite, tout est OK. Là, ce sont les prérequis SEO. Vous allez voir que finalement, sur les prérequis IA, on reste sur ces mêmes fondamentaux. Le pré-rendering, finalement, va être encore plus problématique, puisqu'aujourd'hui, une IA ne va pas savoir la digérer. Ça va être très compliqué. Donc, c'est vraiment la condition sine qua non. Si votre site est full JS, tout de suite, mettez-le sur la pile, sur votre roadmap technique, et faites en sorte que vos sites soient bien rendus. On reviendra là-dessus sur le premier use case. Au niveau des bots, on a des bots qui sont liés à la recherche, qui sont liés à l'IA, qui sont liés aux outils, qui sont liés à, par exemple, des récupérations d'infos pour pouvoir restituer ça sur des bases de données, etc. Les bots aujourd'hui sont devenus un chantier qui est tentaculaire. Et l'objectif, c'est de savoir si les IA viennent sur votre site dans une logique d'apprentissage, dans une logique de collecte de la donnée afin de la restituer. Il y a énormément de bots. La liste est très, très, très longue. Donc, c'est devenu un sujet qui est devenu beaucoup plus prioritaire qu'aujourd'hui. Et on y reviendra aussi. Au niveau de la structure, les IA sont des algorithmes qui sont encore assez immatures. J'ai tendance à dire que c'est presque du SEO 2015 en termes de maturité d'algo. Donc, pour l'heure, une structure claire, fiable, assez simple, convient très très bien au LLM. Pareil, use case tout à l'heure. Et au niveau des données structurées et des web perfs, on reste à peu près sur les mêmes tendances que le SEO, donc rien à bouger. Il faut rester très vigilant par rapport à ça. J'avais dit à Xavier aussi qu'on n'irait pas trop sur le terrain du content, mais en tout cas, je pense que c'est quand même important de le dire sur ce webinaire-là, puisque le Edge SEO est concerné aussi par tous ces critères content, donc les contenus, l'intention, l'autorité, l'actualisation, le style et le ton sont des critères SEO content qui vont être à traiter. Et quand on parle de prérequis sur les agents IA,
on va aller au-delà, on va parler de multimodal, on va parler de conversationnel. Les signaux de crédibilité, bien sûr, ça provoque la mention, ça provoque le lien, donc le détail finalement sur l'IA, et puis tout ce qui est fraîcheur et la manière de s'exprimer va être amplifié avec l'IA. Et donc, pour lever tous ces freins, que ça soit technique ou content, le Edge SEO est la solution. Et pour ça, avec Romain, on a identifié quelques use cases qui peuvent être assez importants. Donc, je vais commencer par le JavaScript et je le martèle encore une bonne fois pour toutes, c'est qu'aujourd'hui, le JavaScript n'est pas du tout digeste pour les LLM. Et le premier use case, c'est du vécu, en fait. Nous avons recherché, par exemple, un t-shirt homme bleu à manches courtes sur ChatGPT. ChatGPT m'a donné, donc j'ai abrégé finalement sur le screenshot, mais on a pu avoir une grille de produits ou un panel, un carrousel qui listait certains produits. On s'attendait à voir par exemple notre client qui est déjà deuxième sur Google et sur Bing. C'est bizarre, je me vois pas sur les LLM, mais je me vois sur les moteurs de recherche. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a un problème technique? Et effectivement, l'IA a réponse à tout. C'est parce que finalement, elle n'a pas su identifier le contenu qui se trouvait sur cette page. Donc, on voit bien que finalement, les LLM s'appuient vraiment sur les moteurs de recherche et sur le positionnement des pages pour pouvoir donner du crédit, afficher et restituer la bonne information ou pas. Donc voilà, je pense que le message est très clair. Pensez HTMLisation au maximum sur le JavaScript. Enfin, le JavaScript, justement, est l'ennemi des LLM aujourd'hui. Et ça, juste pour faire une toute petite aparté, quand par exemple vous avez des widgets de type avis client que vous déployez sur vos sites en JavaScript, Google les lit très mal, comme disait tout à l'heure Maxime. Avec Edge SEO, vous avez la possibilité justement de transformer ce type de widget qui vont intégrer vos avis clients et vos notes sur les pages produits directement dans le code source de la page pour permettre de bien digérer ces infos. Et ces infos-là, aujourd'hui, pour des critères de trust, de AAT, c'est très important de les avoir sur vos pages produits et du coup de les avoir vraiment bien dans le code source, quoi. Et donc, des technos comme la nôtre, et on vous montrera tout à l'heure, Edge SEO, ça vous permet de faire ce genre de use case, voilà, très simplement, sans passer un ticket à attendre 3 mois ou 6 mois ou 1 an que l'équipe tech puisse le faire. Là, en une journée maxi, c'est en prod, quoi. Il n'y a pas de problème, quoi. C'est magique. On passe au deuxième use case. La question, c'est vraiment celle des logs serveurs. Aujourd'hui, vous avez des logs qui vous remontent. Je ne sais pas si tout le monde a accès aux logs. Des fois, c'est un petit peu chasse gardée. Mais en tout cas, ça devient une source de vérité. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je vous parlais des bots et on s'est rendu compte chez certains de nos clients que certaines pages tombaient puisque finalement, il y avait une fréquentation des bots et non pas des utilisateurs, mais vraiment des bots qui viennent hiter en masse vos pages. On sent ici qu'en fait les bots sont encore dans cette phase d'apprentissage et venir récolter finalement, aspirer tous vos contenus pour pouvoir conforter et puis surtout continuer à faire travailler leurs algorithmes pour pouvoir restituer des réponses claires. On s'est rendu compte que certaines pages tombaient et forcément des pages clés. Donc, on allait voir dans les logs et on a vu qu'il y avait, par exemple, Meta qui était très, très présent. Meta, son rôle, c'est d'aller récolter cette information dans l'optique d'aller alimenter sa régie pub, par exemple, pour faire du targeting, etc., etc. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'on bloque ou pas? C'est une très bonne question et qui est pas facile à répondre puisque on va avoir peut-être besoin de Meta pour pouvoir mettre à bien nos campagnes, mener nos campagnes correctement. Donc, l'idée, c'est plutôt de se dire, plutôt que d'avoir une liste de bots à bloquer, parce que c'est aussi du vécu, on nous a fourni une liste. Voici 200 bots différents, qui sont différentes typologies. Dites-nous ce que vous voulez bloquer. Alors, aujourd'hui, on a on a une connaissance de certains bots, il y en a d'autres qui nous arrivent, on ne les connaît pas du tout, certains sont dépendants d'autres bots, etc.
La consigne, c'est plutôt que de se dire voici la liste de ce qu'on veut bloquer, parce que le risque aussi, c'est si on bloque, ben, on risque de passer à côté d'une audience, on risque de passer à côté de certaines restitutions, par exemple, sur les outils. Par exemple, SEMrush utilise un SEMrush bot pour pouvoir faire remonter la data dans les outils. La consigne, c'est plutôt de se dire, regardons les logs, et si on voit que, par exemple, un bot vient hitter un certain nombre de fois les sites, on l'analyse et on décide ensemble, avec tous les métiers, avec tous les besoins qui sont exprimés au sein de l'entreprise, on décide si on bloque ou pas. Donc, la mise en place d'un alerting, c'est la bonne consigne. Et donc, pour le Edge SEO, Romain, si tu veux compléter ce qui est possible de faire, par exemple. Pour Edge SEO, en gros, quand vous avez justement cette problématique de bot, souvent, vous avez envie de tout de suite ajouter la directive dans le fichier robot.txt et vous allez faire un ticket et parfois, comme je disais juste avant, ça peut prendre des plombes alors que c'est littéralement 2 secondes à mettre en place. Pareil, je vous montrerai juste après quand je récupérerai le partage d'écran. Avec robot.txt, on a une application sur Edge SEO qui vous permet en 1 minute d'ajouter vos directives de manière autonome. Si tu veux prendre la main. Non, je le ferai après parce que ça. On revient juste après. Faut couper. Ouais. D'accord. Donc on repassera là-dessus d'un coup. Donc voilà. Observez vos log serveurs. Scrutez finalement les hits des non-utilisateurs. Et à partir de là, vous allez pouvoir canaliser et surtout faire des économies en termes de charge serveur. On a un troisième use case sur finalement l'accès aux infos clés de la part des LLM. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, comme je l'ai dit, les LLM ont besoin de simplicité et d'avoir vraiment un accès direct à une information qui sera fluide à comprendre, etc. Les LLM vont voir des milliards de pages, mais finalement, elles ont besoin d'avoir un cadre et d'entrer dans un moule finalement pour comprendre l'information. Et donc, si on a une page qui est très très riche, les pages sont très très riches parce qu'elles sont très dynamiques, etc. Le risque c'est que elles aient du mal justement à interpréter les informations, voire même les ignorer. Et ça, pour le coup, ça peut avoir un impact sur votre visibilité sur les LLM. Donc, on a une recommandation avec Romain qui est plutôt... alors, aujourd'hui, c'est du test, vraiment, test and learn. On parle beaucoup du fichier TXT LLMS, donc, qui est un fichier qui est là pour indiquer au LLM les informations clés qu'on doit trouver sur le site. Et tout ça, ça passe par aussi des fichiers qui sont Markdown. Fichier Markdown, c'est un document qui est simplifié, qui vient apporter une info claire, une information très basique finalement dans la nomenclature. Si tu veux compléter, Romain. Comme le disait Maxime, vraiment le fichier llms.txt, c'est pas standardisé encore. C'est quelque chose qui a été lancé maintenant il y a quelques mois. Mais par contre, on voit quand même quelques gros acteurs commencer à l'adopter. Cloudflare, même Google, sur Material UI, a généré un fichier llmx.txt. Encore une fois, l'idée ici, c'est de tester, de le mettre en place. Et quand justement, sur des solutions, vous avez la possibilité de le déployer très facilement, faut pas hésiter. Et comme disait Maxime tout à l'heure, regardez vos logs et vous voyez s'il y a des hits ou pas dessus. L'idée, c'est vraiment toujours de se mettre dans une démarche de tester par vous-même parce que ce qui est valable pour un site ne sera peut-être pas valable pour un autre en fonction des verticales. Surtout que aujourd'hui, on parle beaucoup de moteurs génératifs, AI, etc. Mais l'étape d'après, ça va être surtout le web agentique où il y a des agents qui vont se parler entre eux. Et peut-être, en tout cas, moi, je mets une pièce là-dessus. On verra si l'avenir me donne raison ou pas. Mais peut-être que ce fichier llmx.txt va beaucoup servir à ça pour dialoguer entre les agents, pour que les agents puissent voir d'un coup d'œil très rapidement ce qui est intéressant d'aller chercher sur le site avec qui ils dialoguent, quoi. Donc, testez, vous verrez, et peut-être que dans un an, ce sera enterré ou adopté, on ne sait pas. C'est ça. En fait, la problématique, c'est que les LLM viennent pomper votre contenu, viennent chercher tout ce qu'ils peuvent. Et le risque, c'est qu'ils restituent une information qui sera à peu près, on va dire. Donc, si vous mettez en place ce fichier LLMx, lms.txt,
sur votre site, effectivement, vous pouvez très bien le faire de manière indépendante via le Edge SEO, donc sans avoir besoin de dev. Finalement, ça peut paraître un peu chinois pour d'autres métiers au sein de votre structure. Vous le mettez de votre côté, vous scrutez vos logs, vous regardez si c'est IT, mais dans tous les cas, ça permet aussi d'apporter un cadre, de se dire OK, cette information, je vais la présenter comme ça, et j'ai plus de chances finalement que l'information soit restituée, que moi je sois cité, mentionné dans l'LLM de la manière que je préfère finalement, plutôt que d'avoir quelque chose qui soit assez évasif. Et en l'occurrence, Cloudflare, vous verrez, le document est très 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 long. Ils ont vraiment bien travaillé leur copie. Et puis surtout, Cloudflare, qui est un CDN, finalement, apporte une documentation technique qui est assez complexe. Donc voilà, leur objectif, c'est aussi de cadrer les choses. N'hésitez pas à nous dire si vous avez mis en place ces choses-là, si ça a marché, pas marché. N'hésitez pas à nous poser vos questions aussi sur vos problématiques. On pourrait y répondre à la fin de ce webinaire. On passe au 4e et avant-dernier use case. Donc les IA sont assez basiques finalement dans la compréhension des contenus. L'idée, c'est d'avoir des contenus qui sont LLM friendly. Donc les IA vont apprendre, vont reformuler, paraphraser et avoir finalement une restitution qui sera la plus claire possible de manière structurée. Soyez en phase avec ça et proposez-leur justement des formats qui soient adaptés. Et on les connaît, ça peut être les niveaux de titres, ça peut être des facts, ça peut être des listes, des paragraphes courts. C'est ni plus ni moins finalement ce qu'on a vu avec les feature snippets et les PA, les People Also Ask. Donc si on adopte finalement une façon de s'exprimer sur le site, bien sûr avec la tonalité de marque, faut trouver ce juste équilibre. C'est comment est-ce que je vulgarise mon information, comment est-ce que je peux proposer un résumé sur ma page pour que derrière l'IA vienne la récupérer et la restituer de manière indépendante finalement. On parle par exemple de contenu autoportant, c'est une page va couvrir un concept, une idée. Je crois que c'est un petit peu aussi la consigne qu'on donne chez WAM depuis quelques années. Donc voilà, on change pas vraiment les choses, mais on vise vraiment à la simplification. C'est ça que veulent les LLM. Et donc pour le Edge SEO, on a possibilité de faire des choses assez rapidement pour ça aussi. Alors, je vais reprendre le partage. Ouais. Je vais vous montrer justement comment on fait ça avec Edge SEO. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est notre solution Edge SEO. Donc, c'est une suite d'applications qui va vous permettre de reprendre la main sur votre roadmap en étant, comme je le disais tout à l'heure, autonome. Donc, très rapidement, je vais revenir sur les deux applications dont on a parlé, robot.txt. Vous avez besoin de modifier votre robot.txt, vous avez une fenêtre, vous renseignez les choses que vous souhaitez modifier, vous sauvegardez et c'est mis en prod quelques secondes après. Pareil pour l'LMX, c'est exactement le même fonctionnement. Globalement, vous renseignez les données dans un formulaire, vous validez et ensuite il est accessible en ligne. Ensuite, on a une précision sur les LLMX. En fait, quand vous allez avoir ce fichier ouvert, si tu peux le réafficher, ouais. En fait, à l'intérieur, vous allez avoir toutes des listes qui seront structurées. Donc, bien sûr, tout ce qui est derrière des dièses, c'est des commentaires pour vous, pour avoir ce fichier propre. Mais ensuite, vous allez préciser, par exemple, la home, la nouveauté, les vêtements. Et ça va renvoyer vers les pages qui sont concernées. Et il peut y avoir justement des URL de votre site, mais vous pouvez aussi renvoyer des éléments vers des fichiers Markdown qui répondront aussi à d'autres pages, mais qui seront là aussi pour vulgariser. Donc, les fichiers Markdown, c'est ni plus ni moins cette nomenclature que vous voyez. Vous allez pouvoir simplifier. Et juste les dièses, en réalité, c'est pas des commentaires dans le Markdown, là. C'est pour dire titre 1, titre 2, titre 3. C'est la syntaxe, exactement. Du coup, après, vous avez tout un tas d'applications qui répondent aux tracas du quotidien, les sitemaps, faire des redirections, réécrire des URL, etc., etc. Et moi, ce que je voudrais vous montrer comme exemple, c'est pour les LLM, c'est reconstruire des pages à partir de vos pages à facettes
pour répondre à une requête conversationnelle qu'on pourrait se poser dans une IA. Donc ici, par exemple, j'ai une page de résultats avec des combinaisons de surf en 5-4 mm. Donc en surf, c'est des combinaisons très épaisses pour surfer dans l'eau froide. Et mon objectif, ça va être de me positionner sur les moteurs de recherche AI sur une question, quelle combinaison utiliser pour surfer en Normandie. Donc, je vais pouvoir utiliser cette page parce qu'elle répond à travers les produits à la requête que je me pose, à la question que je me pose. Et après, cette page-là, je vais la rendre accessible sur une nouvelle URL et je vais aller justement la pimper pour bien me positionner dessus. Donc, comment ça marche ? Globalement, je vais aller assez vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a une base de données dans laquelle on va pouvoir importer des données. Donc, un nouveau title, un nouveau texte SEO, des blocs de maillage interne, tout ce que vous voulez. Donc, ça se passe ici. Et après, on va pouvoir créer une recommandation pour mettre en place ces modifications. Donc, ici, c'est une recommandation. Donc, la première chose, c'est qu'on lui donne un nom. La deuxième chose, c'est qu'on va cibler les pages qu'on veut modifier. Là, par exemple, je pourrais dire toutes mes pages produits, toutes mes pages catégories. Là, je cible les pages qui ont un /d dans l'URL. Ici, je relie ma base de données que je veux utiliser. Et ensuite, je vais pouvoir aussi récupérer des variables. Ici, je ne le fais pas, j'en ai pas besoin. Et après, je vais pouvoir utiliser des recettes SEO qui correspondent aux fondamentaux du SEO, hein, title, métadescription, canonical, etc., etc. Et par exemple, pour la title, ici, simplement, ce que je fais, j'ai ma base de données et je viens cliquer sur l'onglet title pour récupérer le contenu texte de ma title. Et ça, je viens le faire un petit peu dans toutes les recettes SEO que j'ai activées, hein. Et le résultat, c'est ça, c'est cette page-là et cette page-là, c'est exactement les mêmes, sauf qu'elles sont accessibles pas avec la même URL. Et celle-ci, j'ai rajouté des contenus pour la spécialiser donc sur ma requête, quelle combinaison de surf pour surfer l'hiver en Normandie. Donc, ce type de solution, Edge SEO plus l'expertise d'une agence, ça vous permet très rapidement d'aller tester pour les moteurs AI des volumes de requêtes que vous pourriez essayer d'identifier à travers des outils où on récupère ce qu'on appelle les fan-out aujourd'hui pour pouvoir construire ces pages-là et essayer de vous positionner dessus à travers un nouveau titre, un petit peu de texte pour donner à manger à ces IA et tout ce qui est title, métadescription, canonical, évidemment. On a aussi ajouté des FAQ ici. Voilà. Juste un deuxième exemple que je voulais vous montrer, c'est HTML to Markdown. Comme le disait tout à l'heure Maxime, et le JavaScript. En gros, le JavaScript, Google a du mal à le crawler. Ça lui coûte cher et c'est pour ça aussi qu'il ne va pas le crawler de manière plus folle que ça parce que ça a vraiment un coût très important. Il ne crawl pas 10 pages, c'est des milliards de pages par jour. Le Markdown, il faut le voir de la même manière. Pour un bot AI, de crawler une page HTML, ça lui coûte des tokens. Et souvent, vous avez des pages HTML qui sont très fournies, c'est très verbeux. Vous avez le header, le footer avec des méga menus, tout ça, ça leur sert à rien aux IA. Eux, ce qu'ils ont besoin, c'est le contenu de votre fiche produit pour pouvoir répondre. Et quand ils vont chercher vraiment et crawler votre page, c'est ça dont ils ont besoin. Et il y a une fonctionnalité dans Edge SEO qui vous permet de faire ça de manière très simple. C'est la recette HTML to Markdown. Donc là, je cite toutes mes pages produits. Et ici, j'ai une règle HTML to Markdown. Et ensuite, je vais pouvoir cibler les éléments de manière chirurgicale. Par exemple, si j'ai juste mis le H1 et la description de ma page produit, et je garde les métadatas qui sont dans les balises head, parce que c'est très important. Souvent, on retrouve tout ce qui est données structurées à l'intérieur. Donc, ça aussi, c'est des formats qui sont très populaires pour les bots, que ce soit AI ou traditionnel, parce que ça leur permet de comprendre la page plus rapidement. Et le résultat, c'est par exemple cette page-là, on est en un user normal là aujourd'hui, donc on la voit normalement. Et je vais me mettre comme si j'étais OAI Searchbot, donc c'est le user agent de OpenAI. Et là, vous voyez, donc la page est transformée au format Markdown. Vous avez toute la partie head qui est au début et après juste le titre avec le dièse pour remettre le H1 et une petite description qui était dans la page pour pouvoir donner uniquement le contenu utile aux IA. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très compliqué à mettre en place si vous n'avez pas ce type d'outil parce que vous allez avoir deux versions de sites à maintenir en même temps. Un peu à l'époque, pour ceux qui ont connu AMP de Google, le format mobile, c'était peut-être une bonne idée,
mais bon, on a un peu galère à maintenir 2 versions de site. Là, c'est fait en temps réel. Dès que vous modifiez votre page, on va modifier le format Markdown. Donc, on sent bien qu'il y a un level en dessous pour les LLM. On est sur quelque chose encore assez archaïque qui évoluera sans doute. Tu peux reprendre la main, c'est bon. Allez. Partager mon écran. Voilà, donc merci Romain pour cette démo. En tout cas, en autonomie, on a possibilité de faire pas mal de choses. Et donc, on va passer au dernier use case. On va parler WebPerf. Et ce use case, c'est vraiment une étude qui est parue en fait sur un site. Vous avez la source, c'est Salt Agency. L'étude a été faite sur 2138 sites web en septembre. Et il se trouve que les WebPerf ont un réel impact sur la visibilité LLM. Et on voit bien, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le time to first byte, donc c'est vraiment le temps de réponse du serveur. S'il est inférieur à 200 millisecondes, il y a une possibilité d'être à plus 22% de chance d'être cité dans les extraits IA. Le CLS, on parle de stabilité visuelle. Donc, vous avez une page qui s'affiche et plus rien ne bouge. Donc, si pour le coup, on est en dessous de 0,1, c'est sur une échelle de 0 à 1, finalement, une page stable va enregistrer beaucoup plus d'inclusion dans les réponses génératives. Le Largest Contentful Paint, LCP, c'est vraiment le temps de chargement global, comment la page va charger au-dessus de la ligne de flottaison et avoir proposé une expérience à l'utilisateur qui sera favorable. Finalement, ces pages rapides vont avoir plus de chances d'être reprises dans les IA aussi. Et puis, bien sûr, une page légère va aussi primer, puisque toutes les pages qui vont peser plus d'1 mégaoctet, c'est 18% des crawls qui sont abandonnés dans l'étude. Donc, par exemple, le poids des pages, c'est regarder d'abord, par exemple, vos images, etc. On a toute une salve de critères qui sont à vérifier dans les Core Vitals. J'ai souvent tendance à dire que les WebPerf sont un chantier dans le chantier SEO. Et ça, pour le coup, EdgeSpeed permet d'y répondre, en tout cas. Complètement. Nous, on a une solution avec GSEO, ça fait 3 ans qu'on l'édite, mais historiquement, nous, notre métier, c'est la WebPerf, et on a une solution qui s'appelle EdgeSpeed qui permet d'automatiser justement toutes les bonnes pratiques en matière de WebPerf pour pouvoir les corriger instantanément en temps réel et vous libérer du poids de ce chantier qui est très compliqué souvent à mettre en place et surtout à maintenir dans le temps. Souvent, en fait, on traite la WebPerf en mode commando, mais 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois après, en fait, ça revient parce que des images lourdes sont importées, parce qu'un nouveau script d'un widget est déployé sur le site, etc., etc. Donc, les LLM vont vraiment s'appuyer sur la perception d'une page. Ils vont afficher la page comme une image et voir ce qu'il y a là-dedans. Lire ensuite ce qu'il y a en termes de contenu, même le multimodal. Donc, ça a son impact. Donc, les WebPerf, ne les perdez pas de vue. Et si ça a été les prioriser, ne perdez pas de temps pour les remettre sur la pile également. Et pour finir... on a un petit simulateur WebPerf sur lequel vous pouvez faire un diagnostic. Donc, vous scannez le QR code, vous allez renseigner l'URL de votre site et nous, on va vous proposer un diagnostic sur les 6 derniers mois avec des conseils d'un expert chez nous, Nicolas, Audin, qui va vous donner quelques conseils. Et surtout, ce qui est assez drôle, c'est que vous allez pouvoir vous comparer avec des concurrents. Et ça, on aime bien. C'est vrai, dans la WebPerf, c'est vraiment le petit truc sympa. C'est on regarde, on est positionné premier, deuxième, troisième en fonction de ses concurrents. Donc, n'hésitez pas à le tester. Voilà, c'est sympa. C'est sympa. Merci pour le partage. Est-ce que tout le monde a scanné? Sinon, on retrouvera ça sur le replay. On a mis le lien aussi en commentaire. Donc ça marche. Ça sera... Ok, merci. On a un peu dépassé, messieurs, donc il va falloir... Même si les gens sont encore là. Pour terminer, on va résumer vraiment tout ce qu'on s'est dit ici. C'est que quand vous allez penser SEO, vous allez penser GEO aussi en 2026, si ce n'est pas déjà le cas. En tout cas,
Nous, chez WAM, on travaille la Digital Brand Authority et ça passe par justement une fragmentation de toutes vos audiences. Donc, comment est-ce que vous allez adresser le bon contenu sur la bonne plateforme, sur le bon canal, aux bonnes personnes. Donc, ne perdez pas de temps aussi pour ressortir, dépoussiérer vos personas et les remettre à jour. En tout cas, c'est quelque chose qui est très important à l'ère du conversationnel et de l'ultra personnalisé, on va dire. Pour se poser la question de est-ce que le SEO est encore mort, la réponse, elle était toute écrite. C'est que non, aujourd'hui, les LLM vont s'appuyer encore massivement sur les moteurs de recherche classiques. Et surtout, c'est l'occasion de revoir un petit peu les méthodes et de s'adapter à tout ça, de se dire finalement, quand je vais penser à une structure de page, comment est-ce que je vais entrer aussi dans le moule de l'IA pour pouvoir multiplier mes points d'accroche en termes d'audience. La technique, j'arrête pas de dire que elle se renforce finalement. Donc bien sûr le JS, les webperf, etc. Je n'irai pas plus dans le détail. Et puis bien sûr passer à l'action. Donc le Edge SEO permet aussi d'avoir cette fameuse autonomie pour pouvoir suivre le rythme effréné justement que nous imposent les moteurs et les LLM. Aujourd'hui, on a une solution qui nous permettrait d'aller beaucoup plus loin et puis d'être beaucoup plus réactif et surtout finalement tirer son épingle du jeu sur votre secteur. Merci, et voilà. messieurs. On va passer aux questions-réponses. Le temps que vous posiez vos questions, si vous en avez, quelques mots sur l'agence WAM. Nous sommes une agence de marketing digital. On travaille l'autorité digitale de votre marque. Comment on fait ça? En synergie avec tous les métiers qui peuvent être intéressants pour travailler vos stratégies. Si on peut passer la slide suivante, Maxime, sur la partie SEO, sur la partie création de site, on a un sujet demain sur la partie contenu, sur la partie relations presse, paid, on en parlait ce matin lors des Digital Rise. Tout ça pour vous faire un accompagnement sur mesure et travailler votre Digital Brand Authority. On est basé à Lyon, à Mulhouse. On a plus de 250 clients actifs. On est là depuis 17 ans. Et là, vous avez un exemple de client pour lequel on travaille. Et un chiffre que j'aime bien, c'est les 7 ans d'âge moyen de nos clients. La relation qu'on arrive à créer avec eux, en moyenne, c'est important. Ça crée une confiance. Et ça dans un accompagnement, c'est primordial. Voilà, je crois que tu veux aussi, Romain, parler de Fasterize en quelques mots. Très rapidement, Fasterize, on édite 2 solutions. HPeed, donc pour accélérer la vitesse de chargement avec 2 objectifs majeurs, l'expérience utilisateur pour vos clients et augmenter le taux de transformation de vos paniers moyens. Et ça, c'est le fameux chiffre, 100 millisecondes, 1 milliard chez Amazon. Et Edge SEO, depuis 3 ans, maintenant, la solution pour déployer vos recommandations de manière autonome. Nous, on est éditeur de solutions SaaS depuis 2011. Notre fondateur, c'est Stéphane Rios. On est leader européen de la webperf. On est 30 personnes, plus de 750 clients sur notre plateforme. Ça correspond à plus de 2 milliards de pages traitées par mois qui passent par notre moteur. Et puis voilà, c'est bon. Merci. Et j'ajoute que Romain est très actif aussi sur LinkedIn, donc suivez-le parce qu'il apporte pas mal de veille sur le SEO, sur des réflexions qui sont très très d'actualité. En tout cas, exactement. Incontournable. On a une question de Estelle. Alors bien sûr, contactez-nous si vous avez des besoins sur les sujets SEO et Edge SEO. N'hésitez pas à soit passer par l'agence WAM, soit passer par Fasterize, peu importe. On pourra vous répondre dans tous les cas. Une question d'Estelle. Est-ce que l'outil Edge SEO s'installe sur les CMS, WordPress, PrestaShop par exemple, ou est-ce un outil à part? Ouais, je décèle bien la question derrière la question. Alors oui, on travaille avec, on est agnostique en fait au CMS, mais par contre, c'est pas un plugin que vous allez utiliser depuis le store WordPress ou PrestaShop. C'est une solution que vous allez devoir installer. En gros, c'est une redirection DNS qu'on fait vers le domaine que vous souhaitez brancher à Edge SEO, et ensuite vous pouvez l'utiliser avec l'heure d'après, quoi. C'est très rapide à brancher. Donc compatible avec tous les CMS, même les CMS, Tous les CMS, même ouais. les CMS maison, ça passe. Exactement. Il n'y a pas de, on travaille avec des Salesforce, avec des Shopify bientôt, avec du Magento, avec du PrestaShop, WordPress. Vraiment, il y a beaucoup de CMS maison aussi. Très bien. Et alors ça, c'est moi la question qui va la poser. C'est combien de temps pour le déployer en fait? Si demain on te contacte, Romain, en combien de temps ça se déploie?
Alors, Edge SEO, c'est très rapide. C'est juste une redirection DNS à faire et déployer des certificats. Donc, en une journée, ça peut être, enfin, même peut-être à partir du moment où vous avez la main pour faire cette redirection, en quelques minutes, hein, Et après, il y a une configuration à faire, j'imagine, même pas. Après, pour Edge SEO, vous pouvez utiliser la solution et commencer à déployer vos premières recommandations juste après, quoi. Il n'y a pas de configuration. Par contre, pour la partie EdgeSpeed, là, c'est l'automatisation de la WebPerf. Là, il y a un setup d'un expert WebPerf chez nous qui va analyser et auditer votre site pour customiser la solution vraiment pour améliorer les perfs de votre site. Donc là, c'est un délai entre 3 semaines et 6 semaines en fonction de la réactivité des équipes en face, quoi. Mais... Ok. Très bien. Eh ben, écoutez, merci. On n'a pas plus de questions. On se retrouve demain pour... Tu voulais dire quelque chose, Maxime? Non, tant Ok, pour moi. pardon. On se retrouve demain pour les 2 dernières sessions des Digital Rise autour du sujet WordPress et du sujet des relations presse. Comment, avec un cas client, deuxième avis, comment on a fait en sorte de le faire remonter sur les moteurs de réponse IA. Très intéressant. Et n'hésitez pas à nous laisser des avis, c'est important. Ah, Estelle, pardon, est-ce qu'il y a une solution multisite si on a plusieurs clients? Nous demande Estelle, toujours. Alors, y a-t-il une solution multisite si on a plusieurs clients? En gros, c'est chaque site a un branchement indépendant, on marche par domaine. Après, en fonction du volume du trafic, que font vos sites, faut vous nous contacter et on verra comment on s'adapte. Très bien. Merci Maxime, merci Romain. Merci Merci à vous. l'invitation, Romain, c'était très bien, très intéressant. Et puis bonne journée, merci. Et puis à demain pour les Digital Rise. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.